Il est 8h10, dans 20 minutes le journal de Radio Vatican, mais d'abord l'invité de la matinale. C'est un rapport alarmant sur l'aide sociale à l'enfance, lancé au printemps 2024. La commission parlementaire sur les failles de l'aide sociale à l'enfance publie aujourd'hui ses conclusions. Et je cite, « Hier à bout de souffle, la protection de l'enfance est aujourd'hui dans le gouffre ». Et pourtant, la qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles de ses membres, peut-on parfois entendre. Aujourd'hui, des enfants meurent seuls en France. Près de 400 000 jeunes y sont suivis par la protection de l'enfance. Pour en parler ce matin, je reçois Claude Ardide. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Journaliste, vous avez enquêté sur l'aide sociale à l'enfance. Ça a donné un livre au nom évocateur, La fabrique du malheur, aux éditions de l'Observatoire. On peut lire dans le rapport publié aujourd'hui par cette commission parlementaire, Claude Ardide, que le système craque de toutes parts. Est-ce que vous qui avez enquêté sur le sujet, le système craque de toutes parts, Claude Ardide ? Alors, au départ, quand je me lance dans cette enquête sans trop savoir où je vais, puisque je viens de terminer un bouquin sur mon immersion à la Brigade des mineurs de Marseille, et ce que j'avais vécu était extrêmement dur, violent, au point que je ne suis pas sorti indemne de cette immersion. Et donc, me lancer dans une nouvelle enquête sur la maltraitance des enfants, des bébés, des adolescents, pour moi, c'est compliqué. Mais j'y suis quand même allé. Et ce que j'ai découvert à travers un voyage que j'ai effectué partout en France, m'a d'abord sidéré, oui. Ému. Parfois, je vous le cache pas, j'ai pleuré devant certaines situations. J'ai rencontré des personnels de l'aide sociale à l'enfance qui souhaitaient me voir, c'est-à-dire des éducatrices, des puéricultrices, des référents, parfois même des directeurs de foyer qui m'ont raconté des histoires mais absolument inimaginables sur le fait que la plupart d'entre eux étaient proches du burn-out ou alors qui voulaient cesser ce boulot alors qu'ils étaient entrés dans l'aide sociale à l'enfance par vocation. Et plus j'avançais dans ce voyage, plus je rencontrais de familles, plus je rencontrais d'enfants, d'adolescents, et plus je me rencontrais que c'était pas un système qui s'effritait, c'était un système qui était en train de s'effondrer littéralement et qu'on allait bientôt vivre sur un champ de ruines. Et d'ailleurs, cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait été lancée au printemps 2024, quelques mois après le suicide de Lily, une adolescente de 15 ans placée dans un hôtel. Qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, j'ai voulu comprendre parce que quand vous référez à la mort de Lily, qui s'est suicidée dans un hôtel à Aubière, une petite ville juste à côté de Clermont, quand vous lisez la presse, vous avez le sentiment qu'elle est morte parce qu'elle était seule dans un hébergement social. C'est vrai. Elle était dans un hôtel qui est un ancien hôtel de tourisme qui a été transformé en hébergement social qui dépendait de l'aide sociale à l'enfance. Mais je me suis dit, c'est pas seulement parce qu'elle était dans cet hôtel-là seule qu'elle est morte. Donc je suis parti à Clermont-Ferrand et pendant... chercher les causes racines. Voilà. Et je suis allé voir ce qui se passait et j'ai rencontré deux de ces éducatrices, c'est-à-dire celle qui était responsable du foyer où Lily a passé des mois et des mois. Et quand je l'interroge, au bout de 10 minutes, il se passe quelque chose de stupéfiant. C'est-à-dire que cette femme qui a un certain âge, une certaine expérience, qui sait exactement ce que c'est que la misère, la souffrance des enfants, s'effondre littéralement. Et elle pleure. Elle sanglote. J'ai gardé son enregistrement et elle crie face à moi. Je suis tout seul face à elle. Je suis presque... je sais plus quoi faire. Et elle dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi elle est morte? Pourquoi on l'a pas sauvée? Ça dure 5 minutes. Je sais plus quoi faire. Elle reprend et elle m'explique le parcours de Lily. Quelques minutes après, je vais dans un autre foyer qui est juste à côté à Clermont-Ferrand, où Lily a passé quasiment ses derniers jours. Et je tombe sur une autre éducatrice qui s'appelle Véronique, et qui, pareil, exactement au bout de 10 minutes, quand je dis, mais comment avez-vous appris la mort de Lily? Elle me dit, je l'ai appris par un coup de téléphone. On n'y a pas cru, on était tous sidérés, on savait que Lily allait mal, mais on ne pensait pas qu'elle se suiciderait. Et elle me raconte la vie de Lily, qui est passée de foyer en famille d'accueil, de famille d'accueil en foyer, de fugue en prostitution, de prostitution, elle est passée sous l'emprise d'un gars qui avait 10 ans de plus qu'elle, qui l'a terrorisée, etc. Et donc, je suis allé aussi, j'ai essayé de comprendre les raisons pour lesquelles profonde elle était morte. Donc je suis allé voir cet hôtel, qui est plutôt un joli hôtel de province, un ancien hôtel de tourisme, avec un joli restaurant en face, il y a un petit parc avec une rivière. Et je me suis dit, elle n'est pas morte parce qu'elle était seule, elle est morte parce qu'elle avait suivi un parcours absolument abominable depuis des années et que les gens de l'ASE n'ont pas pu, ou n'ont pas su, ou n'ont pas compris le malaise de cette jeune fille au point qu'à un moment donné, elle se suicide. Ces parcours comme celui de Lily, il semble absolument extrême, et pourtant il y a près de 400 000 jeunes en France, je le disais, qui sont suivis par la protection de l'enfance. Qui sont ces enfants ? Alors,
il faut bien voir que, et c'est là le problème. C'est pour ça que moi, j'en veux un peu à l'aide sociale dans l'enfance et aux conseils départementaux qui gèrent l'aide sociale dans l'enfance. Oui, qui ont les prérogatives. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ces enfants-là, ils viennent de familles la plupart du temps, soit qui sont dans une telle précarité qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs propres enfants, soit ce sont des familles maltraitantes. Alors, maltraitantes, ça ne veut pas dire qu'ils les frappent, qu'ils les cognent ou qu'ils les enferment dans des placards. C'est arrivé. J'ai rencontré des gamins qui m'ont raconté comment ils ont été, entre guillemets, placardisés par leurs propres parents parce qu'ils avaient fait une bêtise, etc. Ce sont souvent des parents qui n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants parce que les enfants sont turbulents, parce que les enfants ont fait une bêtise, parce qu'il y a des fratries qui sont très nombreuses et à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il est violent, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'agression sexuelle, ça veut dire qu'à un moment donné, il baisse les bras totalement, il dit « je ne peux plus m'en occuper ». Et d'ailleurs, près d'un quart des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sont en situation de handicap. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des enfants handicapés, il y a des enfants qui souffrent de pathologies qui sont des pathologies graves, mais là où le problème est vraiment colossal, c'est-à-dire que ces enfants-là sont dans des familles avec des pères et des mères qui eux-mêmes ont déjà souffert dans leur propre enfance ou dans leur propre adolescence. Comme s'il y avait une sorte de transmission sociale. De la violence. Pardon ? Transmission de la violence. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants, souvent les gosses me disent « mais moi j'ai vu mes parents se taper, j'ai vu mes parents s'insulter, j'ai vu mes parents avoir des engueulades avec leurs propres parents, les grands-parents, etc. » Donc ils reproduisent des modèles auxquels ils ont assisté. Et donc vous avez des enfants qui sont cabossés parce qu'ils ont des familles cabossées. Alors, c'est pas toujours le cas. Vous avez parfois, je raconte dans le livre, j'ai assisté à des audiences chez des juges pour enfants à Marseille, où vous avez une mère qui refuse de venir à une audience chez le juge pour enfants, alors qu'on doit prendre une décision qui est capitale pour la vie de cet enfant-là. Et cette mère, quand le juge, qui se rend compte qu'elle n'est pas présente à l'audience, l'appelle, cette femme lui répond au téléphone. Le juge a mis le téléphone sur le haut-parleur. La femme dit « mais je m'en fous, j'ai pas envie de venir, je suis en train de faire les soldes, c'est le dernier jour ». Et donc là, le juge lui dit « mais attendez, madame, je vais être obligé d'envoyer la force publique pour venir vous chercher, parce que l'audience, il y en a une par an, et on va pas attendre ». Il y a un deuxième exemple, toujours, c'est ce juge qui est extraordinaire, parce qu'il prenait la décision de placer un enfant à l'extérieur de sa famille quand il n'y avait pas d'autre solution. Il y a une famille qui déboule, il y a 5 gosses. 4 garçons et une fille. La fille a 16 ans, les autres sont un peu plus jeunes. Le père est en invalidité, la mère est omnipotente, elle parle, elle prend le dessus. Et à un moment donné, dans le dossier, le juge se rend compte qu'il y a beaucoup d'animaux dans l'appartement de cette famille. Donc, il décide, comme il en a le droit, de faire sortir les parents. Il interroge les enfants les uns derrière les autres, qui lui expliquent qu'il y a 15 animaux à l'intérieur de la maison. Et qui lui explique qu'en fait, il y a des pièces entières qui sont réservées aux chats et aux chiens, et que eux dorment pas 2, 3 dans chaque chambre, etc. Donc, les parents reviennent dans l'audience et le juge dit à cette femme, à cette mère de famille, lui dit « madame, il y a beaucoup d'animaux ». Et là, cette femme, je m'y attendais, je sais pas pourquoi je l'avais senti venir, cette femme dit « ne vous inquiétez pas, avec la pension d'invalidité de mon mari, avec les allocations familiales, on nourrit très bien les animaux ». Et là, le juge la regarde stupéfait, il dit « mais madame, que vous nourrissez les animaux, c'est très bien, mais c'est vos enfants qu'il faut nourrir ». Et donc, vous vous dites que parfois, les gens n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de réduire leurs enfants de petits esclaves. Les enfants sont de plus en plus nombreux à être confiés à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, je pense que c'est le pays en Europe qui agit comme ça. C'est-à-dire que c'est une spécificité française. Ouais, c'est une spécificité française. C'est-à-dire que les juges pour enfants, alors pour des raisons qui tiennent parfois à la rapidité des audiences, au manque de temps pour traiter les dossiers, les juges souvent prononcent le placement soit dans une famille d'accueil, soit dans un foyer. Alors qu'en fait, ils devraient faire en sorte que des éducateurs travaillent au sein des familles pour comprendre quelle est vraiment la situation. Mais non, on prend la décision immédiate. Est-ce que vous parlez beaucoup des mères dans votre livre, vous parlez peu des pères, où sont-ils ? Je sais pas. Franchement, je vous réponds, je sais pas. C'est-à-dire que chaque fois que j'assistais à des audiences, quand les pères étaient là, ils étaient absents, ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. Il y a même un père à un moment donné, toujours chez les mêmes juges à Marseille, qui sont extraordinaires, je tiens à le dire. Il y a un père qui a dit « moi, je veux plus m'occuper de mon fils. J'ai refait ma vie. » Et le fils était à côté de lui. Hein. Il avait 13 ans. « Je veux plus m'occuper de lui. Il fugue, il se drogue, il est violent, il ne suit pas sa scolarité. Sa mère ne s'en occupe pas. Je ne veux plus m'occuper de lui. » Ou vous avez des pères qui ne sont pas là. C'est-à-dire que dans les audiences ou dans toutes les rencontres que j'ai faites
notamment pour les suicides des enfants, Kimberley à Marseille. Le père s'est suicidé 15 jours avant, mort de chagrin, parce que sa fille s'était jetée d'un pont et à Marseille, elle dépendait de la zone de Marseille. Lily, le père totalement absent. Dans toutes les affaires que j'ai rencontrées, les pères sont soit invisibles, soit ils se taisent. Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est le lien maternel, c'est-à-dire que les femmes se battent jusqu'à la limite de leur force, jusqu'à l'épuisement pour sauver leurs enfants. Et ça, je veux parler en particulier d'une jeune femme qui s'appelle Jennifer Bitbol, je peux la citer, parce que l'ASE lui a retiré son enfant alors qu'elle est éducatrice spécialisée. La situation est totalement incompréhensible. C'est-à-dire que Jennifer, elle n'a même plus le droit de voir sa fille qui a 7 ans remis en visite médiatisée, parce que l'ASE a décidé, suite à une décision d'un juge pour enfants qui a été avalisée par une juge des affaires familiales, parce que l'ASE estime que cette mère-là est toxique pour sa fille. Alors que moi, je connais la mère, je connais la famille, je suis allé voir la juge pour enfants, la juge des affaires familiales, et l'histoire est totalement incompréhensible. On ne peut pas vous l'expliquer. Comment c'est possible ? Non, je n'ai pas d'explication. C'est totalement irrationnel. Mais des mamans comme ça, j'en cite plusieurs dans le livre, il y a Guillemette, il y en a plusieurs, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les pères sont pas là. Et encore, là, vous citez un cas où l'ASE a suivi la décision de justice. Vous expliquez qu'il y a même des cas où l'ASE ne suit pas la décision de justice. Exactement. C'est-à-dire que parfois, l'ASE va contre la décision. C'est-à-dire que vous avez un juge des affaires familiales ou un juge pour enfants qui dit l'enfant, il faut le laisser au sein du domicile. Et l'ASE dit non. Nous, on est contre. Et on va l'envoyer dans une famille d'accueil, dans un foyer où on sait que l'enfant ne va pas être bien, parce qu'on a coupé le lien affectif avec sa famille. Rappelons-le, l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Claude Hardier, vous publiez donc La fabrique du malheur. Des enfants meurent seuls, vous le racontez dans ce livre, et ils ne sont pas accompagnés. Il y a un problème de recrutement, il y a un problème de personnel parmi l'aide sociale à l'enfance. Quel est ce problème ? D'où vient-il ? Alors, franchement, Thibaut, si aujourd'hui je suis devant vous, c'est que franchement, je suis en colère. C'est-à-dire que parfois, j'ai eu des moments d'abattement, de tristesse, de pleurs. Là, je suis en colère. Parce qu'en France, aujourd'hui, alors on dit toujours que l'hôpital manque de moyens, la police manque de moyens, la justice manque de moyens. C'est vrai. Sauf que là, avec l'ASE, quand il s'agit de bébés, il y a des bébés quand même, des enfants, des adolescents, il y a des jeunes mineurs. On manque de 70 000 éducateurs. Il manque environ 20 000 puéricultrices ou aides-puéricultrices. Je vais vous faire une révélation. Aujourd'hui, vous avez des psychiatres et des psys partout en France qui font des expertises médico-légales des enfants qui ont été ou violés ou maltraités, qu'ils soient à l'ASE ou pas à l'ASE. Ces psychiatres, écoutez bien, ces médecins, ces psychologues, ces thérapeutes ne sont pas payés depuis 11 mois, suite aux différents changements de gouvernement, suite à la dissolution avec les différents ministres de la justice, etc. Ils continuent à travailler quand même ? Ils continuent de travailler parce que s'ils ne font pas leurs expertises, les dossiers ne sont pas complets et ils n'aboutissent pas sur le bureau, ils n'arrivent pas sur le bureau du juge, soit des affaires familiales, soit du juge pour les enfants ou chez le chef du parquet mineur. Donc ils sont obligés de travailler et j'ai des psys en larmes qui font 3 à 4 expertises par jour, soit à la brigade des mineurs, soit à la brigade Proxo, soit au sein de l'aide sociale à l'enfance, qui me disent on est obligé d'emprunter de l'argent, alors qu'ils travaillent depuis 15-20 ans, pour vivre ou survivre. Donc, manque d'éducateurs, manque de puéricultrices, manque de référents, manque de foyers, manque de familles d'accueil, manque de psys, c'est-à-dire les psys qui sont au bout du rouleau. Ça veut dire que le système est en train de se casser la gueule. Et c'est ce que dit ce rapport publié aujourd'hui par cette commission parlementaire sur les failles de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un rapport qui avait été publié la semaine dernière, une étude, près d'un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance sur 2 aurait été victime de violences sexuelles avant ou pendant son placement. Dans quelle mesure on peut faire un parallèle avec les abus sexuels dans l'Église ? Systémique, culture du silence, prédateurs qui cherchent l'opportunité. Et vous le disiez aussi, il y a un phénomène de ceux qui ont été abusés abusent à leur tour. Oui, il y a un phénomène de reproduction. J'ai rencontré un gamin qui s'appelle Anthony, qui est un ancien de l'ASE, qui a vécu l'horreur. Il était battu, torturé, son père le mettait au placard, sa mère ne disait rien, etc. Et ce gamin, bizarrement, Tony, j'en parle dans le livre, il va devenir veilleur de nuit dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance à Clermont-Ferrand. Et ce gamin qui est absolument extraordinaire, qui est très intelligent, qui lit, etc., qui travaille de nuit de 22h jusqu'à 6h du matin, quand je lui parle de sa vie sentimentale, de sa vie amoureuse, il me dit « Mais moi, je veux pas tomber amoureux parce que j'ai peur d'avoir des enfants, parce que je crains
de reproduire exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire de frapper, de cogner, voire de violer mes propres enfants. Je dis, mais enfin, c'est pas une obligation. Donc il y a cette crainte-là, et ce gamin pourtant était censé, mais je vous jure que c'était sidérant. En plus, il était 2h du matin, on était dans le foyer, enfin l'ambiance était très curieuse. Donc il y a ça. Ensuite, je pense que dans ce pays, il y a, que ce soit le viol incestueux, que ce soit les agressions sexuelles, que ce soit le harcèlement. Il y a une sorte d'omerta dans ce pays qui pèse sur la société, mais qui est absolument incroyable. Pour parler de harcèlement, vous savez très bien que dans les établissements scolaires, il a fallu des années pour que le chef d'établissement fasse des signalements. Pareil pour les crèches. Et il y a toujours une culture de silence aujourd'hui dans l'aide sociale à l'enfance. Oui, alors il y a de plus en plus de signalements parce que ça pète dans tous les sens et qu'à un moment donné, on est obligé de soit d'alerter la brigade des mineurs, soit d'alerter un commissariat, une gendarmerie. Mais pour vous, ce n'est qu'une face émergée de l'iceberg pour le moment. Oui, je pense que là, on est très loin du problème parce que les éducateurs, ceux qui sont chargés, ou les gens qui travaillent dans des crèches, ou les gens qui travaillent dans des EHPAD, ou les gens qui sont en contact direct dans des structures qui sont dans la prévention, dans la protection, sont tellement débordés, écrasés de travail, sont tellement au bout du rouleau qu'ils n'arrivent même plus eux-mêmes à faire leur travail et ils se disent j'en peux plus, j'arrête. Claude Hardide, aujourd'hui donc ce rapport sera remis, mais la ministre de la Famille, ou des familles plutôt, Catherine Vautrin, n'a pas attendu la sortie de ce rapport pour proposer quelques pistes, mais sans s'avancer sur des moyens financiers, puisque la situation budgétaire des départements qui gèrent l'aide sociale à l'enfance est très délicate. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer le sort de l'aide sociale à l'enfance ? Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude d'être langue de bois, je suis cash, il faut une révolution. C'est-à-dire que d'abord, il faudrait que les conseils départementaux jouent leur rôle. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Châteauroux, où l'aide sociale, où le conseil départemental a confié à l'ASE la possibilité d'envoyer des enfants sans agrément dans des familles d'accueil, ou dans certaines familles d'accueil, il y avait des agresseurs sexuels, vous vous dites que là, vraiment, on avait touché le fond. Châteauroux, c'est la pierre angulaire aujourd'hui du système qui est en train de défaillir, premièrement. Deuxièmement, je crains, hélas, que ce rapport soit comme les autres rapports, celui de 2022. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on voit la réalité, on est plein de bonnes intentions, il y a des mesurettes qui vont être prises, mais par rapport à l'ampleur du phénomène, j'ai l'impression que ça ne servira pas à grand-chose. Merci beaucoup Claude Hardide d'être venu ce matin nous parler donc de l'aide sociale à l'enfance. Vous publiez La Fabrique du Malheur, c'est aux éditions de l'Observatoire. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter pour Charlie Hebdo, envoyé spécial et complément d'enquête notamment, et avec vous on évoquait donc ce rapport qui va être publié aujourd'hui, cette commission parlementaire sur les failles de l'aide sociale à l'enfance qui rend ses conclusions et qui dit que le système de protection de l'enfance est aujourd'hui dans le gouffre.